Convaincu que l'entrepreneuriat social et solidaire est l'une des façons les plus efficaces pour développer des solutions concrètes face à l'urgence des défis sociaux, écologiques et sociétaux, la Massif, assureur mutualiste, soutient le podcast Changer la norme. Et oui, la Massif fait le pari d'un monde plus solidaire, plus responsable, le pari d'une économie positive grâce à notre mobilisation et celle des acteurs du changement. Je veux montrer à toute la France que j'adore de vivre et je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Que deviennent les savons non utilisés que proposent les hôtels à leurs clients et clientes ? Souvent, ils finissent à la poubelle. En France, en effet, les hôtels jettent 51 millions de savons chaque année. Pourtant, 3 millions de personnes n'ont pas accès à des produits d'hygiène. Un paradoxe que propose de résoudre Pauline Grumel avec Unisoap, une association qui réduit le gaspillage tout en répondant aux besoins de personnes défavorisées. L'association récupère les savons dans les hôtels partenaires. Une fois recyclés par des jeunes en situation de handicap, ils sont redistribués à des associations caritatives. Réduire les déchets, améliorer l'accès aux produits d'hygiène de personnes en situation de précarité, favoriser l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap, Unisoap, ce sont des impacts multiples, à la fois sociaux et environnementaux. Aujourd'hui, l'association a déjà recyclé 4 tonnes de savon. 350 hôtels sont partenaires d'Unisoap. Leurs dons, dont le montant est libre, couvrent en partie les frais de logistique et de recyclage. Le modèle économique repose aussi sur du mécénat d'entreprise, la réponse à des appels à projets ou des dons de particuliers. Je m'appelle Flavie Després, j'ai cofondé et je dirige Care News, le média des acteurs de l'engagement. Dans Changer la norme, je passe le micro à celles et ceux qui ont choisi d'entreprendre autrement, plaçant l'humain, la société et la planète avant le profit. Idéalistes et pragmatiques, rêveurs et ambitieux, ces femmes et ces hommes livrent dans ce podcast leur parcours et les rouages du développement de leurs projets. S'attardant sur les enjeux structurels, financiers et humains auxquels ils font face, ils nous permettent de découvrir comment les coulisses comptent autant que la scène médiatique pour changer la norme. Quel est le déclic qui pousse Pauline Grumel à passer de la communication en cosmétique ? Quel sera le développement d'Unisoap ? Comment se finance le projet ? Quels sont les freins et les leviers qui ont ponctué son parcours entrepreneurial ? Dans cet épisode, Pauline nous raconte son parcours, ses motivations et ses convictions. Bonjour Pauline. Bonjour. Tu vas bien ? Très bien, merci. Merci de venir jusqu'à nous, de quitter Lyon pour venir enregistrer Changer la norme. Avec plaisir, Flavie. Tout va bien à Lyon ? Ouais, tout va bien. Grand soleil ce matin. Ça me manque. Tu sais que c'est ma deuxième ville. Ah, Ne sais pas. Je savais pas. Tu n'as pas assez écouté Changer la norme parce que dès que j'ai quelqu'un qui est dans les environs de Lyon, je lui raconte toute ma vie et ma maison dans les Monts d'Or. Ah oui, je vois bien les Monts d'Or, ouais. Bon, alors, tu as pris le train, tu es venu jusqu'à nous pour nous parler d'Unisoap. Mais avant qu'on parle de ce projet-là, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait avant ? Alors, donc, avant de créer Unisoap, il y a 5 ans, j'avais créé à 25 ans ma propre entreprise. En fait, moi, ce qui m'anime, c'est l'entrepreneuriat. J'ai tout de suite eu assez tôt cette envie d'entreprendre. C'est vraiment une passion de créer, d'innover. Et donc, sortie de mes études, assez vite, j'ai créé ma propre entreprise. Donc, c'était en 2008. J'ai créé une agence de communication, marketing alternatif à l'époque. J'ai travaillé pour des grandes marques dans divers secteurs d'activité. Et j'ai beaucoup aimé faire ce que je faisais. C'était un travail qui était très créatif. Mais à un moment donné, il m'a manqué du sens. Et j'avais besoin en fait de donner plus de sens et d'être alignée avec des valeurs personnelles. Et c'est ainsi en fait que j'ai créé Unisoap il y a 5 ans. Tu es entrepreneur sur du marketing et tu décides un jour de te lancer dans l'associatif et l'ESS. Pas du tout sur du marketing, sur des savons. Donc tu viens de nous parler de la quête de sens, mais concrètement, genre, tu es en poste, tu fais du marketing, tu es en poste dans ta propre boîte, donc tu es dans ton poste. Et comment tu as eu l'idée ?
comment tu as switché, combien de temps ça a pris ? En fait, quand j'ai arrêté, on va dire, plus ou moins mon activité, mon agence, j'ai un peu cheminé. C'était pas tout de suite que j'ai eu l'idée de ce que je voulais faire. D'ailleurs, je pensais que je pouvais faire que de la communication, parce qu'il y avait que ça que je savais faire. J'avais cette sensation, alors qu'en fait, finalement, j'étais déjà, entre guillemets, chef d'entreprise, parce que quand on est à son compte, on fait tout. Et après, en fait, ça a été des rencontres. Ça a été des rencontres avec des gens. Ça a été des séjours à l'hôtel. Je me revois dans ce petit hôtel du sud de la France où je demande au directeur de l'hôtel ce qu'il fait de ses savonnettes. Il me dit qu'elles partent toutes à la poubelle. Je commence à faire des recherches. Je vois qu'il y a des structures à l'étranger qui recyclent le savon. Et je vois qu'il n'y a aucune structure en France. Alors, on va peut-être faire un teaser qui n'en est pas un, mais il faut que, peut-être en une phrase que tu expliques ce qu'est Unisop pour comprendre l'histoire de la savonnette. Oui. Alors, Unisop, c'est la première association française qui a pour mission de collecter et recycler les savons usagés des hôtels afin de les donner à des personnes dans le besoin. Super. Donc, on peut rembobiner. Tu es dans cet hôtel et les savonnettes partent à la poubelle. Et les savonnettes partent à la poubelle. Et je me dis, mais si un hôtel comme ça jette toutes ces savonnettes et que tous les hôtels font la même chose, mais il doit y avoir un gaspillage phénoménal. Et comme je vois aussi qu'à l'étranger, ils recyclent les savons, je me dis techniquement, c'est possible. Et du coup, j'étais vraiment heureuse de me lancer en fait en 2017 sur cette problématique parce qu'il n'y avait aucune structure qui avait lancé cette activité avant nous. Et c'était aussi une certaine fierté de dire on arrive sur un terrain vierge, il y a tout à faire. Voilà, on a dû réfléchir au process de recyclage qui répondait aux normes cosmétiques européennes. Et c'était un vrai challenge. Et je me dis, c'est vrai qu'à l'époque, je me disais, mais ça va être énorme. Et puis on y va petit à petit finalement. Et puis on y arrive. Et comment ça s'est passé au début ? Parce que tu as l'idée, tu te renseignes sur les normes cosmétiques parce que j'imagine qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors heureusement, à l'époque, j'avais pas trop conscience justement des normes cosmétiques quand je me suis lancée. Et heureusement... Tu les as tous mis dans une bassine ? Non, je me suis pas trop posé la question en vrai. Je me suis dit, ça doit être possible, on verra. Avant, on avait tellement de choses à faire avant de lancer le process. Il fallait convaincre les hôtels, il fallait déjà collecter du savon, les stocker, etc. Et heureusement qu'on ne connaît pas toutes les problématiques avant de se lancer, parce que sinon, on n'irait jamais. Et tu as commencé par où, du coup ? On a commencé à Lyon, et avec un premier hôtel lyonnais, et c'était il y a 5 ans. C'était l'hôtel Lyon Métropole. C'est Leslie Moreau, la directrice de l'hôtel, qui a été la première à me faire confiance. Je me souviens, on a signé ensemble la convention de mécénat pour Unisop, puisque chaque hôtel partenaire de l'association s'engage aussi à faire un don annuel à l'association. Et puis, ils ont commencé la collecte et on a commencé à collecter. Donc, c'était un hôtel, puis 2, puis 3, puis 4. Puis aujourd'hui, on en a près de 350 dans toute la France. Et qu'est-ce qu'ils deviennent, ces savons ? Alors, ces savons, on leur donne une seconde vie. On transforme du savon en savon. Donc, en fait, on collecte toutes ces petites savonnettes et on en refait des pains de savon, près de 100 grammes, qui sont donnés à des associations. Mais avant ça, il faut que je dise que on recycle les savons au sein d'un ESAT qui emploie des personnes en situation de handicap. Et donc, il y a vraiment aussi ce volet social, en plus d'être environnemental, puisqu'on réduit les déchets générés par les hôtels. On a une démarche qui est sociale et solidaire. Et sociale parce que, pour moi, c'était vraiment important de mettre vraiment l'humain au cœur de notre mission. J'avais déjà, justement, par le passé, travaillé avec un ESAT lorsque j'avais mon agence et j'avais beaucoup apprécié, en fait, ce contact. Et c'était très adapté, finalement, à ce qu'on voulait faire. On ne voulait pas monter quelque chose d'industriel, on commençait à petite échelle. Donc, je commence à travailler avec un ingénieur et on commence à expérimenter comment on va recycler du savon. On regarde aussi en 2 phrases, sans rentrer dans des détails de chimie, parce que c'est un peu lointain, mais... on a essayé plusieurs procédés, on a vu aussi ce qui se faisait à l'étranger, mais quelquefois, ce n'était pas forcément adapté à nous, à ce qu'on voulait faire. Mais en gros, on va déjà avoir une étape de nettoyage du savon. Donc aujourd'hui, jusqu'à maintenant, elle était manuelle. Donc on vient retirer en fait. C'est bizarre de nettoyer un savon. Je te vois rigoler. J'ai un petit bug là. on va nettoyer le savon. Comme tu peux l'imaginer, on peut retrouver des cheveux, des saletés sur les savons qui ont été déjà utilisés. Mais il y en a vraiment qui sont vraiment comme neufs. Donc il y a vraiment ce travail de nettoyage. Donc en fait, on épluche le savon, on retire la couche superficielle du savon. On a tout un protocole avec un poste de contrôle, avec une loupe, etc. Et c'était un travail qui est très long, qui est fastidieux, parce qu'en fait, chaque savon passe entre les mains d'une personne. Et cette année, ça fait 1 an qu'on travaille dessus avec notre ingénieur. On a réussi à inventer une machine qui permet de nettoyer les savons.
Donc là, on est vraiment, on a fini la phase un peu de prototypage. On va vraiment maintenant, on va pouvoir l'utiliser. Et ça va nous permettre vraiment d'augmenter notre capacité de recyclage. Voilà, donc on a eu cette innovation-là. Il fallait qu'on trouve une solution parce qu'on va avoir de plus en plus de quantité de savon à recycler. C'est vrai qu'il y a eu quand même 2 années de Covid où ça nous a permis justement de penser le process. Mais là, voilà, les collectes sont reparties très fortes sur l'année 2022. Les hôtels ont fait une très très bonne année. Donc voilà, c'est plutôt encourageant en tout cas. Et sur le modèle économique, donc chaque hôtel qui te confie ses savonnettes à recycler te fait un don. Oui. Qui est libre ou qui est proportionnel Alors en général, un don par définition est libre, mais on essaie de leur donner un ordre d'idée d'un montant par chambre, par an. Et puis aussi, il y a quand même aussi le poids du savon qui peut rentrer en jeu. Parce que c'est vrai qu'un hôtel qui a un savon de 20 grammes, c'est pas pareil qu'un hôtel qui a un savon de 80 grammes ou 100 grammes. Voilà, on essaye d'être un peu juste. Voilà, donc il y en a qui font plus, il y en a qui font moins, et ça s'équilibre. Et cette rentrée donc, de mécénat te permet de financer, tu vas nous parler de ton équipe, mais aussi du coup de la R&D et tous les frais liés au recyclage. Oui, en fait, ça suffit pas, hélas. Donc, on a des fonds de fondation, donc on répond à des appels à projets. On a des fonds d'entreprise et des particuliers. Voilà. Et pourquoi tu as choisi la forme associative ? Parce qu'en fait, pour moi, ça s'imposait de façon évidente, dans le sens où on ne vend pas nos savons derrière, on les donne à des associations. En fait, il faut justement que l'argent vienne en amont, puisqu'on ne l'a pas en aval. Et tu les donnes en direct ou tu passes par des fournisseurs de denrées non alimentaires ou tu les donnes directement aux associations ? On les donne directement à des associations. On travaille avec les Restos du Cœur, on travaille avec le Secours Populaire, l'Armée du Salut, des plus petites associations aussi lyonnaises. On a travaillé avec Solidarité Internationale sur des bidonvilles. Et puis l'année dernière, on a fait 1000 kits d'hygiène, notamment, qui sont partis avec Solidarité Internationale vers l'Ukraine. Alors, normalement, notre zone géographique est vraiment locale sur la France, parce qu'il y a 3 millions de personnes en France qui n'ont pas les moyens de s'acheter des produits d'hygiène de base. Donc, il y a de quoi faire. Et là, exceptionnellement, on a fait cette opération parce que c'était en Europe et qu'ils avaient besoin de produits d'hygiène avec Solidarité Internationale. Mais en fait, on pense souvent à donner de l'alimentaire. Donc, les associations ont tout ce qui est alimentaire, mais ont peu de produits d'hygiène. Et donc, elles sont très contentes, en fait, quand on peut leur donner, que ce soit des savons ou des kits d'hygiène. Donc, on met en place des partenariats avec des marques de cosmétiques. Notamment, on a vu un partenariat avec Pierre Fabre qui nous donne des shampoings, des dentifrices, des brosses à dents. Et ça permet justement de confectionner un kit complet qui va être donné à des personnes sur des problématiques d'urgence ou pas. Ça peut être des personnes dans la rue, ça peut être des familles qui sont en situation de précarité mais qui ont un logement. C'est vraiment tout type de bénéficiaires et on a même donné nos savons à des étudiants pendant le Covid. Oui, et puis je le rappelle parce que sur Care News, on en parle beaucoup, mais les gens pensent souvent à donner des vêtements ou des trucs, mais en fait, les produits d'hygiène, les chargeurs, la nourriture pour bébé, les produits d'hygiène féminine et tout, c'est hyper important. J'y pense parce que voilà, le podcast sortira plus tard, mais avec le séisme qui vient d'avoir lieu, je vois beaucoup de demandes passer. Où puis-je donner des vêtements ? Mais en fait, c'est pas forcément la priorité. Et sur les partenariats avec des marques de cosmétiques, alors ça c'est une curiosité entrepreneuriale, mais t'as pas une marque de savon qui t'a approché parce qu'ils s'intéressent au savoir-faire et ils se disent que avec l'état de la planète, les contraintes réglementaires, peut-être un jour ils en auront besoin. Alors on est en contact en fait avec les fournisseurs d'hôtels qui vendent les savons aux hôtels, qui ont eux-mêmes en fait des contrats avec les marques. Donc, je dis Nux, Clarins, L'Occitane, etc. Donc, en fait, on est en contact avec eux et ils commencent à jouer le jeu et notamment à nous reverser en fait un don sur la vente de leurs produits parce que je pense que voilà, on a tous un rôle à jouer, que ça soit le fabricant, l'hôtel et voilà et nous. Et donc, en fait, ça nous permet justement aussi de financer le recyclage. Si on, du coup, dans la même lignée un peu... essaimage, idée entrepreneuriale. Est-ce que tu t'es fait accompagner ? Parce que c'est un métier quand même très différent, donc j'imagine par des métiers techniques, mais est-ce que tu as été incubé ? Est-ce qu'il y a des appels à projets qui ont changé ta vie ? Alors, tout démarrage, non, pendant les 3-4 premières années, j'ai pas du tout en fait été accompagnée.
C'est là, depuis 2 ans, on va dire, que j'ai eu des accompagnements, notamment avec Ronalpia à Lyon. La Fondation Émergence aussi, où j'ai des parrains qui m'accompagnent sur certaines problématiques. Et c'est vrai que c'est vraiment agréable de pouvoir échanger parce que c'est vrai qu'on est assez seul quand on entreprend et il y a des décisions stratégiques qu'on ne peut pas forcément partager aussi avec son équipe. Donc ça me permet aussi de prendre un petit peu de recul. Et puis quand tu parlais de l'essaimage, il y a 2 ans, on était très médiatisés puisqu'on a une vidéo qui est parue sur Brut, qui a fait des millions de vues et on a eu des gens du monde entier qui nous ont appelés de partout dans le monde pour mettre en place justement un projet de recyclage de savon. Et là, à l'époque, on était trop petits pour pouvoir déjà se pencher sur le sujet. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais mettre en place. On a des pistes en tout cas, mais ça ne peut pas être le même modèle économique dans d'autres pays en fait. Parce que le modèle économique qu'on a, qui est associatif à but non lucratif ici en France, est difficilement en fait transférable dans d'autres pays. Donc il faut qu'il y ait un vrai modèle économique, un vrai business. Et du coup, je réfléchis à ça. Oui, j'allais dire, est-ce que tu as des pistes Oui, on a des... Est-ce que c'est les fournisseurs qui t'aideraient? Est-ce que tu revends? Enfin, il y a plein de... J'imagine qu'il y a beaucoup de pistes. Alors, je viens de créer, parce que je m'ennuie un peu, une nouvelle entreprise. Bah oui, quelle bonne idée. La nuit, entre 2 heures de sommeil. Ouais, c'est tout nouveau. Là, je suis en phase justement aussi de levée de fonds d'amorçage de cette entreprise qui a pour mission en fait d'aller encore plus loin et de proposer en fait des solutions innovantes, zéro déchet et solidaires aux hôtels. Et ces revenus, une partie des revenus pourrait être reversée justement à des causes, notamment Unisop ou d'autres. Et ce business pourrait justement être aussi avoir lieu à l'étranger, générer des revenus et avoir un programme en fait de collecte et de recyclage du savon qui puisse justement être financé en fait par cette entreprise. D'accord. Parce que l'entreprise, tu te concentres sur la cosmétique dans les hôtels ou ça? Alors, je me concentre pas forcément que sur la cosmétique. Je commence justement par l'hygiène, puisque en fait, on va vendre en fait un distributeur de savon solide. Donc c'est assez innovant. C'est une râpe à savon. C'est quelqu'un un ingénieur qui a créé ça depuis 10 ans, qui est sur le marché depuis 2-3 ans et qui va nous permettre de le distribuer et de vendre nos savons qui vont aller à l'intérieur. Et sur chaque savon vendu, on reversera une partie à l'association pour donner accès à l'hygiène. D'accord, donc tu es vraiment dans le mélange entre les bouteilles fixées au mur, j'imagine, pour limiter les toutes petites... les flaconnés, je sais pas comment oui, dire. Les miniatures. Voilà, des tout petits flacons. Et le savon solide, effectivement, on jette après. Oui, alors en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'était ça aussi mon questionnement, c'est que donc il y a beaucoup de savonnettes qui sont toujours au bord du lavabo dans les hôtels. Et on voit beaucoup de distributeurs maintenant liquides de gel douche et de shampoing dans les douches. Mais il y a des hôtels qui sont passés au tout liquide, même pour les mains. Donc en fait, on leur disait c'est dommage parce qu'en fait, nous on collectait vos savons, donc il n'y avait pas de gaspillage, on en faisait quelque chose de bien parce qu'on le donnait à des personnes. Et en plus, le savon solide c'est plus écologique. Il n'y a pas d'emballage plastique en général, et puis on ne transporte pas d'eau, donc on a une empreinte carbone qui est amoindrie. Et donc, voyant qu'ils disaient en plus qu'ils trouvaient que c'était plus écologique en fait, de mettre des distributeurs de savon liquide. Alors, ils disaient, mais non, en fait, vous mettez du plastique et vous transportez à 90% de l'eau. Donc, c'est pas plus écologique. Et donc là, en fait, on a une vraie solution à apporter en alternative, notamment pour les toilettes d'hôtels, etc., où on ne peut pas mettre un pain de savon en fait, au bord du lavabo. Donc, en fait, c'est assez hygiénique et on n'a pas d'emballage, on ne transporte pas d'eau. On se lave les mains avec de la poudre de savon, parce qu'en fait, ça vient râper le savon, et je trouve que c'est une solution hyper innovante. Ah, comme les petites feuilles pour le camping, là. Alors, il y a ça, ouais, mais sauf que là, en fait, tu as vraiment ton pain de savon que tu viens râper, ça fait de la poudre qui tombe dans ta main, et tu te laves les mains avec. Ah, comme dans les trains avant. T'avais vu ça dans des trains? Oui, dans les trains... Vraiment, cet épisode, je raconte toute ma vie. J'ai pris le train un week-end sur 2 pendant très longtemps quand j'étais petite. Et à l'époque, dans le corail, c'était de la poudre, une espèce de poudre qui ressemble à du talc, genre du bicarbonate de soude. Et quand tu mettais de l'eau, ça... voilà. Ouais, alors sauf que c'était déjà de la poudre. Je sais pas, c'était un truc horrible. Ça avait une odeur, mais de décapant. Bon, bref. Là, c'est-à-dire, tu as déjà le pain, donc en fait, ça prend moins de place que de la poudre. Et tu transformes toi-même, en fait. C'était pour donner une image. Écoute, j'ai pas connu ça. Mais, écoute, je sais pas. Pourtant, il me semble qu'on a à peu près. Ouais, on est dans les années 80. Oui, voilà, on a à peu près. Je ne dis plus mon âge.
Je peux donner la décennie dans laquelle je suis née, mais non, mais écoute, j'essaierai de te retrouver. Je vais mener l'enquête sur cet horrible savon des trains corail avec les compartiments de 6 et les sièges en sky. Là, c'était vraiment et les wagons fumeurs, c'était vraiment l'horreur. Pépite, un bonheur. Bon, Pauline, maintenant maintenant que j'ai raconté ma vie et que tu nous as parlé surtout le plus important de ton nouveau projet, comment elle s'appelle cette entreprise? Alors cette marque, elle s'appelle Soap for Good. En fait, l'entreprise s'appelle Innov for Good, c'est d'innover pour le bien commun. Et sur la partie gène, c'est Soap for Good. Voilà. Très bien. Bon, alors maintenant que tu as une association, une entreprise for good, on peut parler un tout petit peu, si tu veux bien, du secteur. Donc, tu as été incubé par Ronalpia, ça fait 5 ans que tu as une asso. Là, tu montes une entreprise qui reverse une partie de ses profits. Qu'est-ce que tu en penses de l'économie sociale et solidaire? Qu'est-ce que j'en pense? C'est un vaste sujet. En fait, si tu veux, que ça soit association ou entreprise, pour moi, ça ne fait pas une grosse différence. Parce que, en fait, moi, j'ai toujours géré mon association comme une entreprise. Mais... La différence, c'est essentiellement l'actionnariat. Oui, voilà, la différence, c'est qu'on peut pas... Comme dirait pas... Fred Bardot, le statut ne fait pas la vertu, mais sur le capital, c'est un tout petit peu différent. Quoi. Non, mais la différence, en effet, c'est qu'on ne peut pas utiliser les bénéfices. Ils sont réinjectés, en fait, dans l'association. Là, je pense que j'étais à un point aussi où j'avais besoin aussi de donner encore plus de valeur à mon travail et j'ai aucun problème, justement, à gagner de l'argent, justement, pour utiliser cet argent pour faire, entre guillemets, le bien. En tout cas, ce que je pense être le bien. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toujours cet aspect aussi solidaire qui reste, mais ça ne nous empêche pas aussi de gagner de l'argent. Est-ce que tu as été incubé par Ronalpia? Est-ce que tu es impliqué dans des mouvements, des réseaux d'entrepreneurs for good ou pas? Est-ce que tu as un réseau de plaidoyer ou des choses comme ça? Non, pas vraiment. Je crois que j'ai pas eu le temps encore de m'investir là-dedans, mais oui, en fait, c'est vrai que là, j'ai la chance d'être accompagnée par des entrepreneurs, par des chefs d'entreprise et j'échange avec eux. Et j'essaye de suivre. Par exemple, l'année dernière, j'étais au salon Change Now et je trouve qu'il y a de plus en plus d'initiatives comme ça et c'est chouette, justement, de rencontrer des gens dans ce milieu-là. Et toi qui as monté une association et une entreprise, qu'est-ce qui manque selon toi? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour que ça soit plus facile dans l'un et l'autre cas? Enfin, une entreprise for good, j'entends, pas une... Qu'est-ce qu'on peut améliorer? C'est difficile. Je crois qu'en fait, c'est en fait, je pense qu'on a ce profil entrepreneur ou pas. C'est vrai que moi, ce qui me plaît le moins, c'est toute la partie administrative. Je te cache pas que voilà, quand il faut aller faire les statuts, appeler la banque, faire des dossiers, etc. Hélas, je suis obligée d'en passer par là parce que c'est mon rôle. Mais je me passerais bien de cette partie-là. Oui, moi j'ai réussi à la déléguer. Je suis très contente. Et j'ai une de mes copines entrepreneur social qui m'a dit un RAF ou un DAF, c'est la personne la plus importante de ta vie, quoi. Tu peux la déléguer, bien entendu. C'est ce que j'ai fait avec Unisop, au bout d'un certain temps. Enfin, même si t'as toujours une partie que tu dois gérer. Mais au début, t'as pas le choix que d'en passer par là. Et c'est vrai que il y a beaucoup d'administratifs et ça peut en effet en dissuader certains de se lancer. Là, je vois, c'est long, c'est lourd. On aimerait aller plus vite. Je suis quelqu'un d'assez impatiente. Je dirais que c'est ça, moi, qui me met le plus de frein. C'est toute cette paperasserie. Je comprends. Après, je sais pas si c'est mieux ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a des absurdités. Oui, on peut penser quelquefois que c'est mieux ailleurs, mais pas forcément. Moi, je déteste, je suis nulle. Je n'ai aucune, je pense, valeur ajoutée là-dessus. En plus, ça dépend des personnalités, mais moi, je fais partie de ces entrepreneurs très littéraux. Donc, dès que tu me dis qu'il faut faire les choses, je l'ai fait vraiment genre de A à Z en conscience. Donc, en fait, je pourrais passer ma vie à faire ça et ça n'aiderait pas du tout la croissance de Care News. Bon, alors, donc ça pourrait être mieux. Et sur tout ce qui est financement, est-ce que tu as des choses à nous dire, à nous partager? Oui, alors sur les financements, alors moi, c'est vrai que l'entreprise que j'ai montée plus jeune et puis l'association, en fait, j'ai jamais fait de levée de fonds. J'ai toujours commencé avec rien du tout, avec un téléphone, un ordinateur. Voilà. Et puis, les 2 premières années, on ne se paye pas. Et puis, on y va au fur et à mesure, etc. Là, c'est vrai que c'est la première fois que je suis confrontée au fait de devoir amorcer et lever des fonds un minimum parce que je ne peux pas être de partout et qu'il faut une équipe pour démarrer tout ça. Après...
je suis en train d'expérimenter vraiment ça, hein, c'est tout à fait d'actualité. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir de plus en plus de réseaux, de gens aussi qui nous suivent, où ils voient qu'on a une certaine crédibilité aussi avec l'association. Donc je pense que si j'avais pas fait tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, l'entreprise que je suis en train de créer, ça serait complètement différent. Si j'avais 25 ans, je n'avais pas de carnet d'adresse à l'époque, etc., ça serait compliqué pour lever des fonds. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le réseau, là, c'est un peu de la love money, hein, vraiment dont j'ai besoin, c'est, on va dire que c'est plus facile. Voilà. Mais après, il y a quand même pas mal maintenant de choses avec BPI, RDI, plein et les banques aussi prêtent de plus en plus, je pense, sur le thème de l'ESS. Il y a des choses qui sont routées. Donc, on est quand même pas mal aidés, je dirais, en France. Et puis, je crois que c'est le pays, je crois, au monde qui a le plus de création d'entreprises, en tout cas de start-up, d'après ce que j'avais entendu. Donc, on n'est quand même pas trop mal lotis. Ouais, je crois que le chiffre est bon. En revanche, il me semble que la France est mauvaise sur la pérennité. Ah oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de création, parce qu'il y a beaucoup d'amorçage et de dispositifs, notamment Pôle emploi. Qu'est-ce qu'il a dit, Anthony, le business angel, le Anthony plus gros Bourbon de France, Bafkin, qui a dit, qu'en gros, ce qui est vrai, on dit tous que Pôle emploi, c'est le plus gros sponsor de l'entrepreneuriat, mais lui, il avait un terme, genre, c'est le plus gros business angel des entrepreneurs. Donc là-dessus, mais il me semble, je n'ai pas les chiffres, mais on essaiera de les trouver pour les mettre dans l'article, en revanche, là où la France n'est pas bonne, c'est sur la pérennité, c'est le cap des 3 ans, quoi. Une fois que tout s'arrête. Ouais, une fois qu'on te coupe les fils. En fait, je pense qu'on est aidé. Ouais. On a quand même pas mal d'aide au démarrage. Après, en effet, il faut tenir dans le temps et il y a ce fameux cap des 3 ans. Et les 5. Et les 5, là, on est à 5 ans avec Unisop. C'est bon. On va croiser les doigts. Tu peux souffler. Pauline, on va passer aux questions de la fin, si tu veux bien. Quelle est la raison d'être d'Unisop ? Alors, la raison d'être d'Unisop, c'est de donner accès à l'hygiène au plus grand nombre, tout en ayant une démarche écologique et solidaire. La femme ou l'homme politique que tu voudrais convaincre ? Alors, nous, dans notre milieu, ça va être plus le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, actuellement, pour mettre en place des choses au niveau du recyclage, justement, de produits cosmétiques. La taxe que tu aimerais inventer ou supprimer ? Du coup, voilà, ça va avec. C'est que la taxe qu'on aimerait inventer, ça serait de mettre en place une sorte de REP, de filière à responsabilité élargie pour les producteurs, et de se dire qu'en fait, chaque savon vendu aux hôtels, il y a une sorte d'éco-taxe qui va permettre justement de recycler tous les savons des hôtels. Le meilleur conseil entrepreneurial qu'on t'ait donné ou que tu puisses donner ? Alors, je dirais plutôt ce que je pourrais donner par rapport à mon expérience, c'est la confiance en soi. C'est de se dire qu'en fait, on peut surmonter toutes les épreuves qui vont arriver parce qu'on a déjà résolu tous les problèmes qu'on a eus jusqu'à maintenant. Et la chose la plus urgente à faire pour vraiment changer la norme ? La chose la plus urgente, c'est la prise de conscience. C'est observer ce qui nous entoure et se dire, en fait, qu'est-ce que je peux faire pour en prendre soin. Merci Pauline. Merci à toi Flavie. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News, se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter le podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.